Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler une nouvelle fois d'un tueur en série américain. Cette affaire s'est déroulée dans les années 80-90 et j'espère que vous ne la connaissiez pas déjà. Et sans plus tarder, c'est donc parti pour l'affaire de John Edward Robinson. John Edward Robinson est né le 27 décembre 1943 à Cicerone dans l'Illinois. Il est le troisième d'une fratrie de 5 enfants des deux parents Henry et Alberta Robinson. Malheureusement, dès le départ, sa vie commence assez mal. Issu d'un père alcoolique violent d'un côté et d'une mère qui est très stricte de l'autre, directement c'est très compliqué pour lui. Sa mère était très éloignée émotionnellement de ses enfants et ne supportait aucun écart de leur part. Pour elle, si ses parents se comportaient mal dans un lieu public, alors leur image allait se refléter sur elle. Et ça, il en était hors de question pour cette femme exigeante quant à la discipline de ses pères. Cela dit, Alberta pensait que John était son enfant qui avait le plus de potentiel dans la fratrie. En effet, pour elle, il allait faire de grandes choses, aurait plein d'opportunités dans sa vie future, et donc elle le chouchoutait un petit peu plus que les autres enfants, en espérant vraiment qu'il puisse aller le plus loin possible dans sa vie. Le jeune John était effectivement décrit comme un excellent garçon. Membre des scouts, qui réussit bien à l'école, avec de bonnes manières, c'était un enfant agréable à vivre et à côtoyer, qui avait vraiment une belle image aux yeux des autres. En 1957, alors qu'il est âgé de 14 ans, John avait intégré les Eagle Scouts et s'est rendu avec son groupe à Londres pour se produire devant la reine Elisabeth II, recevant même un baiser de l'actrice et chanteuse Judy Garland. Par la suite, le jeune homme s'est ensuite inscrit au séminaire préparatoire de Quigley à Chicago, qui est une école privée pour garçons pour les futurs prêtres. Toutefois, il a fini par abandonner après une année seulement, en raison de problèmes disciplinaires. Ses dossiers scolaires ne décrivent absolument pas l'élite à laquelle sa mère Alberta s'attendait, bien au contraire. Ceux-ci décrivent plutôt un élève défaillant qui s'impliquait fréquemment dans des bagarres avec ses camarades, qui avait quelques problèmes de comportement, bref, on est vraiment loin du personnage dont s'imaginait sa mère. En 1961, ayant besoin d'argent, John s'est alors inscrit au Morton Junior College à Cicerone pour devenir radiologiste. Mais il a une nouvelle fois abandonné ses études au bout de 2 ans. Toutefois, de manière assez surprenante, il finit par obtenir un emploi de technicien en radiologie dans un hôpital de Chicago et vous comprendrez bien vite comment il a obtenu cet emploi. Sur place, il y a rencontré une femme nommée Nancy Jo Lynch, avec qui il se marie et déménage à Kansas City durant l'année 1964. Et donc, malgré qu'il n'a pas forcément réussi sa scolarité comme l'imaginait sa mère, visiblement, il a tout de même un bon avenir. Il est technicien de radiologie dans un hôpital, il a une femme, tout semble aller pour le mieux. D'ailleurs, rapidement, le couple découvre que Nancy est enceinte de leur premier enfant et donne naissance à ce premier petit garçon nommé John Jr. en 1965. S'en est suivi dans cette fratrie 3 autres enfants, Kimberly en 1967, ainsi que 2 jumeaux, Christopher et Christine en 1971. Cependant, malgré ce modèle familial et professionnel qui semble idyllique, c'était sans compter que 2 ans avant la naissance des jumeaux, soit en 1969, John Edward Robinson a été arrêté à Kansas City pour avoir détourné plus de $33 000 où il a travaillé comme radiologiste en utilisant de faux diplômes, une chose qu'ils ont également découvert. Donc, s'il avait réussi à obtenir son emploi malgré le fait qu'il n'avait pas terminé ses études, c'est simplement puisqu'il avait menti sur son CV. Cela faisait déjà 3 ans qu'il travaillait à cet hôpital et il s'est donc retrouvé licencié et condamné à 3 ans de probation. En 1970, il a accepté un poste de vendeur d'assurance au R.B. Jones Company
Mais il a rompu sa probation en déménageant à Chicago sans l'accord de son agent de probation. L'année suivante, en 1971, il a été surpris en train de voler à l'entreprise dans laquelle il travaille des bénéfices et a été condamné à retourner à Kansas City et sa probation a également été prolongée de 3 ans, mais encore une fois, sans peine de prison ferme. Donc malgré ces actes qui sont répétitifs, l'homme reste libre. Il a cette probation sur le dos, mais à aucun moment la justice lui a donné la leçon dont il aurait sûrement eu besoin à ce moment-là. John a ensuite travaillé comme maître scout, entraîneur de baseball et également en tant que professeur d'école du dimanche. Il avait, en public, un personnage qu'il maintenait fermement. Celui d'un père de famille qui avait une belle femme, des beaux enfants, qui gagnait beaucoup d'argent, qui était serviable, gentil, alors qu'en réalité, cet argent, il le volait, sa femme, il la trompait, mais ça, bien sûr, personne ne le savait. Et sa vie semblait, aux yeux de tous, idéale. Professionnellement, outre le fait que l'homme doit mentir sur son CV pour prétendre à des postes à responsabilité, John méprise complètement le fait de devoir travailler pour les autres. Alors ni une ni deux, il a donc commencé à s'intéresser à l'entrepreneuriat, fondant sa propre entreprise en 1971. Suite à quoi, il a décidé de déménager avec sa famille dans le Missouri, et voyant ça un peu comme un nouveau départ, un nouvel état, une nouvelle carrière, une nouvelle perspective, une nouvelle vie en somme. Et alors que les choses commençaient à s'améliorer pour John ainsi que son entreprise, il a enfreint une nouvelle fois sa probation en se rendant dans un autre état sans autorisation. Il s'est rapidement fait arrêter, a passé 2 semaines en prison, ce qui est une peine vraiment minime, puis de nouveau, tout est revenu à la normale pour John et sa famille. L'homme a ensuite commencé à falsifier des documents et à les donner aux investisseurs pour les faire investir dans son entreprise, qui était en réalité simplement son compte bancaire à lui. Donc pendant que les investisseurs pensaient qu'ils investissaient dans une entreprise qui allait potentiellement être florissante par la suite, ils donnaient simplement leur argent à un homme. Certaines personnes ont évidemment été dupées et ont investi, tandis que d'autres, heureusement pour eux, ne l'ont pas fait. Toutefois, les choses ont commencé à un petit peu partir en vrille pour John lorsqu'une société a découvert que les documents étaient en réalité falsifiés. Elle en a informé les autorités et l'homme a été condamné à 6 mois de prison pour fraude en valeurs mobilières et fraude postale en relation avec une fausse société qu'il avait donc constituée. Après avoir terminé sa peine, John a continué de falsifier des lettres d'autres personnes, y compris une lettre du maire, leur conseillant d'investir dans son entreprise qui était évidemment toujours son compte bancaire. Cet homme ne s'arrête pas, il sait très bien qu'à tout moment il peut se faire arrêter, être condamné, mais il continue. Ça ne l'empêche pas de continuer toutes ces petites magouilles, plutôt qu'au bout d'un moment simplement se résigner et trouver un emploi plus stable qui lui permettrait de ne pas aller en prison, éventuellement. Lors de l'année 1977, l'homme qui ne manquait pas d'audace a même organisé un déjeuner où il a reçu une plaque pour l'homme de l'année par l'association des ateliers de refuge de la région de Kansas City. Il a organisé l'ensemble de l'événement avec son propre argent et son prix qui lui est décerné par une autre entreprise. Mais lorsque la nouvelle de ce rassemblement s'est répandue un petit peu partout dans la région, la société a finalement déclaré qu'il n'avait absolument pas participé à ce déjeuner, qu'il ne connaissait pas cet homme et que ce prix était complètement bidon. Décidément, la vie de cet homme n'était que mensonge pour tenter d'arnaquer d'autres personnes avec d'autres mensonges, tous plus gros les uns que les autres. Après avoir terminé sa probation en 1979, John a pris un nouvel emploi en tant que manager, mais continue encore et toujours de détourner de l'argent. Cependant, il a fini par être arrêté pour détournement de fonds et falsification de chèques, pour lesquels il a purgé 60 jours de prison. Et il a repris 5 ans de probation, mais 60 jours de prison, ça reste tout de même très peu pour avoir détourné des fonds et falsifié des chèques, sachant que le gaillard avait quand même pas mal d'antécédents derrière lui. Donc cette condamnation a eu lieu en 1982, et après sa libération, qui est donc toujours la même année puisqu'il n'a pris que 60 jours de prison, il est retourné à ses affaires frauduleuses. Décidément, l'homme refuse de changer de voie, il est complètement têtu, et pour lui, il n'y a qu'en faisant ce genre de magouille qu'il arrivera à ses fins. Il a donc cette fois-ci lancé une entreprise de culture hydroponique.
Donc c'est là où les plantes et les cultures sont cultivées sans terre, et il a volé 25 000 $ à un soi-disant ami avec qui il travaillait, lui promettant bien évidemment un retour sur investissement très rapide, son petit blabla habituel pour que les gens acceptent d'investir dans ces entreprises. Mais là, ce qui est vraiment terrible, c'est que l'homme à qui il a volé de l'argent épargnait pour les soins médicaux de sa femme, qui était mourante, et espérait toucher effectivement le pactole, ou du moins un petit peu plus d'argent que ce qu'il n'avait investi, dans le but de payer les frais médicaux de sa femme. Mais malheureusement, il s'est juste fait arnaquer par l'homme, et c'est vraiment quelque chose que je trouve odieux. Déjà qu'arnaquer les gens, franchement, c'est bof bof, mais en plus, arnaquer des gens qui sont dans le besoin, surtout pour des choses comme ça, pour soigner sa femme, des proches, de la famille qui sont mourants, faut vraiment ne pas avoir de cœur pour faire ce genre de choses. En 1984, John Edward Robinson, qui est à présent âgé de 41 ans, possède 2 fausses sociétés fantômes. Et donc pour les plus jeunes qui ne le savent pas, une société fantôme est une entreprise qui ne possède ni bureau, ni employés, ni de bâtiment, et qui n'existe finalement que sur papier, mais qui a évidemment un compte bancaire pour encaisser de l'argent. Cette année-là, l'homme rencontre une jeune femme nommée Paula Godfrey, qui est âgée de 19 ans seulement. Celle-ci souhaiterait travailler comme secrétaire, et sans tarder, l'homme lui offre alors un emploi. Il l'informe qu'elle peut atteindre le sommet dans son entreprise, puisqu'elle a une forte éthique de travail et qu'il est le PDG de la boîte. Et donc finalement, elle n'a qu'à bien travailler et il lui offrera gracieusement des promotions. Il lui explique qu'elle travaillera en tant que représentante des ventes, et la jeune femme conquise accepte la proposition de l'homme. Après avoir accepté le poste, John l'informe qu'elle doit se rendre au Texas pour faire une formation, puisque de base celle-ci est secrétaire, avec bien sûr toutes les dépenses couvertes par l'entreprise, rajoutant qu'elle sera même rémunérée pour son temps sur place. Il demande à Paula de signer de nombreux papiers, dont des papiers vierges, et de lui fournir une liste des noms, des numéros de téléphone, ainsi que les adresses de ses parents et de ses amis les plus proches. John lui a dit que c'était simplement parce qu'elle serait tellement occupée par la formation qu'il lui serait difficile pour elle de rester en contact avec ses amis ou encore sa famille, et que ce serait lui qui s'en occuperait donc pour elle, enlevant ce terrible fardeau de ses épaules. Il écrirait les lettres, les enverrait et rassurait évidemment ses proches sur le fait qu'elle est payée et que tout va bien pour elle. La famille de Paula, en apprenant cette nouvelle, est évidemment ravie pour elle, car elle pourrait essayer quelque chose de nouveau, avoir de nouvelles opportunités, en plus elle n'a que 19 ans, donc c'est vraiment génial pour elle. La jeune femme informe alors ses proches qu'elle les contactera et les verra une fois la formation terminée. Cependant, après qu'un certain temps soit passé, sans avoir aucune nouvelle de cette dernière, ses parents se rendent au Texas pour lui rendre visite parce qu'elle leur avait parlé de l'hôtel justement où elle séjournait. Lorsqu'ils se rendent à la réception pour demander Paula Godfrey à l'accueil, les réceptionnistes leur disent que personne dans l'hôtel du nom de Paula ne s'est enregistré, ni les semaines précédentes, ni pour les semaines suivantes. Ses parents sont évidemment perplexes, et étant conscients de l'existence de ce fameux John, parce qu'elle était censée travailler pour lui et qu'elle en avait parlé, ils décident d'aller lui parler directement. L'homme face à eux semble, tout comme eux, complètement perplexe, déclarant qu'il avait essayé de la contacter, lui aussi, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse. Ses parents décident alors de déposer un rapport de personnes disparues, racontant à la police tout ce qui s'est passé depuis que Paula s'est vue offrir ce nouvel emploi et cette nouvelle formation au Texas. Ils expliquent également que l'homme qu'il a recruté est un certain John Robinson, qu'ils soupçonnent d'ailleurs d'en savoir un petit peu plus qu'eux concernant leur fille, mais qui ne semble pas vouloir en dire plus, pour une raison inconnue. La police décide alors d'aller voir cet homme et tenter d'en savoir un peu plus, et lorsque la police arrive pour interroger John, celui-ci semble confus et essaye de joindre la jeune femme devant eux pour leur montrer sa bonne foi. La police finit par retourner chez Paula, du moins chez ses parents, et a dit à ceux-ci que John a tenté d'appeler leur fille devant eux, qu'il a dit que lui non plus n'avait pas de nouvelles, qu'il semblait complètement clean, mais les parents de la jeune femme ne lui font absolument pas confiance. Les parents reçoivent ensuite une lettre écrite à la machine à écrire de leur fille par la poste quelques jours plus tard. Dans cette lettre, elle leur dit qu'elle va bien, mais qu'elle ne veut pas rendre visite à sa famille pour le moment.
Chose vraiment étrange et d'ailleurs elle n'explique pas vraiment ses raisons. Ses parents apportent la lettre au poste de police et expliquent qu'ils sont sûrs et certains qu'elle ne l'a pas écrite, puisque la formulation ne lui ressemble absolument pas. Ce n'est pas sa façon de parler, de tourner ses phrases, mais que la signature, par contre, en bas, est bel et bien la sienne. Mais puisque la lettre a été écrite à la machine à écrire, il ne pouvait pas dire si c'était bien son écriture ou non, en analysant son écriture par des experts. La lettre a toutefois été examinée par la police et ont déclaré que cela n'indiquait pas que John lui avait fait quoi que ce soit. Et effectivement, c'est vrai, ce n'est pas cette lettre qui allait dire si oui ou non John était responsable. Et de plus, puisque la jeune femme est âgée de 19 ans, qui est l'âge légal si elle veut partir de chez elle, et qu'il n'y a rien à examiner, ni preuve, ni quoi que ce soit d'autre, le rapport de personnes disparues n'a pas pu être réalisé, et Paula Godfrey n'a jamais été retrouvée. Quant à John, de retour chez lui, le mariage de celui-ci n'était clairement pas dans sa meilleure période et battait de l'aile. Il a continué à avoir des relations extra-conjugales avec d'autres femmes, jusqu'à ce que finalement Nancy, sa femme, l'ait découvert. Furieuse, il y a de quoi, elle l'a menacé d'amener les enfants avec elle loin de lui, mais celui-ci l'a alors supplié de ne pas le faire, criant qu'il arrêterait d'avoir des maîtresses. Comme ça, du jour au lendemain, il a décidé de changer. Mais au lieu de ça, vous vous en doutez, l'homme qui a encore une fois eu une chance de se ranger, a plutôt choisi de s'intéresser de très près au monde du BDSM, avec toutes les autres femmes qui sont clairement pas sa femme. Puisqu'il y avait des clubs qui existaient pour le monde du BDSM, il a commencé à s'y rendre pour y trouver des esclaves sexuels. En 1985, John a pris la décision qu'il voulait cibler des jeunes mères célibataires, et si possible avec une situation instable, pour que celles-ci soient des proies faciles. Afin de mettre en place son idée machiavélique, il avait créé un plan bien ficelé de A à Z. Donc je me demande bien combien de temps il a réfléchi à ce genre de plan, mais il avait vraiment pensé à tout. Il a clairement le cerveau d'un manipulateur. L'homme a commencé à appeler des hôpitaux en les informant qu'il travaillait pour une entreprise dont le but est de fournir une formation professionnelle aux jeunes mamans pour les sortir de la précarité. Ainsi, avec cette formation, il payerait l'hébergement ainsi qu'une allocation mensuelle de $800, ce qui permet à ces femmes de subvenir à leurs besoins, à ceux de l'enfant et à avoir plus d'opportunités pour l'avenir. Fort heureusement, certains hôpitaux ont soupçonné l'homme d'escroquerie et ont mis un terme à cet appel. Toutefois, un hôpital lui a totalement fait confiance et lui ont mis sur sa route la belle Lisa Stacy, une jeune femme de 19 ans, une mère célibataire qui avait récemment accouché d'une petite fille de 4 mois. En effet, celle-ci qui était mariée à un certain Carl Stacy l'avait quittée puisque celui-ci aurait été menaçant avec elle. John a alors pris soin de changer son nom, se présentant alors sous le nom de John Osborne plutôt que John Robinson, et est parti à la rencontre de celle-ci dans un refuge pour femmes de Kansas City. Sur place, il a promis à Lisa un emploi, un appartement ainsi qu'une garderie pour sa fille. Elle n'aurait besoin de sortir aucun sou de sa poche et toutes les dépenses seraient couvertes par l'entreprise. Ce qui est concrètement, faut se le dire, une aubaine pour cette jeune femme qui allait avoir un avenir offert sur un plateau d'argent pour elle et pour sa fille. Comme avec Paula, John lui a demandé de signer de nombreux papiers et de lui donner une liste des parents les plus proches ainsi que les adresses de ses amis. Une nouvelle fois, il informe la jeune femme qu'elle sera extrêmement occupée par la formation et qu'il la soulagera du fardeau de la perte de temps que peut inclure de rester en contact avec ses amis ou encore sa famille. Et Lisa, elle y a cru, elle est tombée dans le panneau malheureusement et elle a signé tous les papiers et elle est partie pour cette fameuse formation. Quelques jours après le départ de Lisa, John a contacté son frère à lui qui s'appelle John Robinson, qui est un homme marié. Et avec sa femme, ils avaient eu du mal à avoir leur propre enfant, ça faisait déjà 5 ans qu'ils essayaient en vain, et ils envisageaient donc d'adopter un enfant, se rendant bien compte que visiblement ce n'était pas possible pour eux naturellement d'avoir un enfant, ou du moins ce n'était pas le moment. John informe le couple qu'il a un bébé sous les mains, que sa mère s'est suicidée dans une chambre d'hôtel, et que le nourrisson se retrouve alors tout seul, sans autre famille. Il les informe que l'adoption pourrait être finalisée pour $5 500 en frais juridiques, une somme assez modique finalement pour ce type d'adoption. Après avoir payé John, ils ont eu donc la garde de ce nourrisson de 4 mois,
ainsi que ce qui semblait être de véritables documents d'adoption qu'un juge et 2 avocats auraient signés. Vous vous en doutez, ce bébé de 4 mois était tout bonnement la fille de Lisa Stacey. Et justement, quant à cette mère de famille, ses amis ainsi que sa famille reçoivent des lettres les informant que sa formation se passe à merveille, qu'elle se porte bien et qu'elle est heureuse d'avoir cette opportunité, où elle peut enfin subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille, racontant des formalités et qu'elle est impatiente de les voir. Cependant, les parents de Lisa ont pensé que c'était étrange, parce qu'ils n'avaient pas du tout l'impression que c'était leur fille qui écrivait cette lettre. Tout comme Paula, eh bien cette lettre semblait complètement fausse. Ce n'est pas du tout la façon de parler de leur fille, de tourner ses phrases, et en plus elle était écrite à la machine à écrire, donc aucune preuve finalement que ce soit bien elle qui l'ait écrit. Heureusement, Lisa leur avait dit où elle allait, ce qu'elle allait faire là-bas, et donc ses parents qui s'en sont souvenus ont regardé l'entreprise en question, et ont découvert avec stupeur que celle-ci n'existait pas. Ses parents se sont directement rendus au poste de police, leur parlant de John dont ils avaient heureusement entendu parler à cause des rumeurs qu'il y avait eu avec le cas de Paula Godfrey, et justement parce que leur fille leur avait parlé de ce certain John, mais je vous rappelle qu'il n'avait pas le même nom de famille. Mais la police n'arrivait pas à comprendre pourquoi cet homme arnaquerait les femmes en leur proposant un faux travail et qu'ensuite ces femmes disparaissaient. Pour eux, ça semblait invraisemblable et clairement cet homme n'avait rien fait à ces femmes. Ils ont d'ailleurs déclaré qu'ils n'avaient pas de preuves physiques et que personne ne savait si un enlèvement ou une arnaque était impliqué ou non. Évidemment, ils font quand même un petit peu leur travail, ils finissent par interroger une nouvelle fois John, qui se montre très coopératif avec eux, déclarant que la formation de la jeune femme était bel et bien terminée et qu'il ne lui avait pas parlé depuis. Mais la police ne croyait pas son histoire. Malgré tout, elle ne croyait pas non plus qu'il les avait assassinés ou kidnappés ou quoi que ce soit d'autre, mais plutôt qu'un réseau de prostitution opérait dans l'appartement qu'il avait loué pour elle. Ils arrêtent donc John pour avoir dirigé un réseau de prostitution, mais il a été libéré après avoir payé sa caution. Effectivement, le bougre il a plutôt pas mal d'argent puisque ça fait des années qu'il détourne des fonds, et qu'il vole de l'argent et qu'il fait adopter des enfants pour 5 000 $. Alors effectivement, il avait de quoi payer sa caution. Mais il n'est pas tranquille pour autant, puisque le FBI décide de s'impliquer dans cette affaire et place John sous surveillance. Et il l'arrête à nouveau, pour avoir violé sa probation, le condamnant à 7 ans de prison et le libérant seulement après 1 an de prison et le remettre de nouveau en probation. Je ne comprends pas du tout cette justice, mais bon, pourquoi pas. Malgré, malheureusement, les meilleures tentatives de la famille de Lisa pour la contacter, pour savoir où elle est, où elle se trouve, ce qui lui est arrivé, eh bien elle n'a jamais été retrouvée depuis. 2 ans plus tard, en 1987, John publie une nouvelle annonce pour un poste vacant dans son entreprise, qui, je vous le rappelle, est en réalité inexistante. Catherine Klempit, une jeune femme âgée de 27 ans qui cherche un nouveau départ, voit cette annonce et pense qu'elle serait idéale pour elle, que c'était justement l'opportunité qu'elle attendait depuis si longtemps. Sans plus attendre, elle contacte alors John et informe sa famille qu'elle est ravie de partir pour ce nouveau poste. Catherine a également une fille, mais elle avait l'intention de la laisser chez elle à Wichita Falls au Texas avec sa famille, dans le but de se concentrer sur sa nouvelle carrière à Kansas City. Une fois partie, après quelques temps, sa famille tente de la contacter à plusieurs reprises, mais ne reçoit aucune réponse. Eux aussi sont allés à la police, mais malheureusement pour eux, ils n'avaient aucune connaissance concernant John. Ils ont donc déposé un rapport de personne disparue, mais elle n'a jamais été retrouvée. Quant à John, celui-ci a dû faire une petite pause dans sa voie criminelle lorsqu'il a été condamné pour de multiples accusations de fraude de 1987 à 1993 et a purgé de nouveau 6 ans de prison. Durant son séjour derrière les barreaux, il a rencontré une nouvelle femme, Beverly Bonner, qui est tout bonnement la bibliothécaire de la prison, qui est âgée de 49 ans. John, je vous le rappelle, est toujours marié à Nancy, mais ça ne l'empêche pas du tout de tenter de charmer cette femme. Et chose qu'il a réussi. Il lui explique, comme à son habitude, qu'il a une entreprise et qu'il serait bien pour lui d'avoir une femme à ses côtés pour l'aider à les gérer. Beverly, quant à elle, a bien aimé le concept que l'homme lui racontait et est tombée dans ses filets. La femme est également mariée à un médecin de prison, mais ça ne l'empêche pas de commencer une liaison avec John. Après la libération de celui-ci, la bibliothécaire était censée déménager au Kansas avec lui.
Beverly est complètement ravie de sa situation, puisqu'elle est dans un nouvel endroit, avec un nouvel homme, son divorce a été finalisé avec le médecin, et en plus de ça, c'est jackpot, puisqu'elle reçoit une pension alimentaire de son ex-mari. Les chèques ont d'abord été envoyés à la résidence de sa mère, mais après son déménagement, elle a demandé à sa mère de les transmettre à une boîte postale à Kansas City. La famille de Beverly n'a depuis plus jamais eu de nouvelles d'elle, sauf sa mère qui recevait parfois des lettres de sa fille disant qu'elle aime sa vie, qu'elle voyage beaucoup, que la vie est belle et qu'il faut surtout continuer d'envoyer les chèques de pension alimentaire dans sa boîte postale au Kansas. La mère de Beverly transmet les chèques à la boîte postale, mais vous vous en doutez, ce n'est pas la femme qui reçoit cet argent, mais plutôt John qui a encaissé les chèques pour son compte en banque durant une longue période. John découvre les joies d'Internet dans les années 1990 et très rapidement, il en profite pour approcher des femmes. Il entrait dans différents salons de chat avec le nom d'utilisateur Slave Master, indiquant qu'il cherchait des femmes qui aimaient être soumises. De cette manière, il rencontre une nouvelle femme du nom de Sheila Face, une mère célibataire âgée de 45 ans. La femme est maman d'une adolescente âgée de 15 ans. Qui malheureusement est en fauteuil roulant en raison du spina bifida, qui est un trouble de la naissance dans lequel la colonne vertébrale ne se développe pas correctement. Et pour le handicap de sa fille, elle reçoit un chèque mensuel d'invalidité de la sécurité sociale d'environ $1000 par mois. Sur internet, John se présente comme un riche homme d'affaires et philanthrope, informant Sheila qu'il est agriculteur et propriétaire d'une ferme au Kansas. Il lui raconte qu'il serait agréable pour lui d'avoir la présence de femmes à la ferme, de ne pas s'inquiéter puisqu'il a assez d'argent pour couvrir les factures médicales de sa fille, et tout ce qu'elle avait à faire, c'était de se tenir à ses côtés, de l'aider à gérer sa ferme et à s'occuper des animaux de celle-ci. Sheila et sa fille ont alors rapidement déménagé à Kansas City en 1994, mais comme les précédentes femmes, elles n'ont plus jamais été vues ou entendues depuis ce jour. Toutefois, évidemment, tous ces paiements de la sécurité sociale ont bien été transférés dans une boîte postale à Kansas City, et John, bien sûr, a collecté tout cet argent durant les 7 années suivantes. Et l'homme continue de passer un bon moment dans le monde du BDSM et essaye de persuader presque toutes les femmes avec lesquelles il communique sur internet de déménager à Kansas City avec lui. Et beaucoup d'entre elles, heureusement, disent non, mais malheureusement, il trouve des femmes qui sont plutôt coopératives. John a même créé un contrat d'esclave, qui lorsqu'une femme le signait, cela signifiait qu'il avait une autorité complète sur l'esprit et le corps de celle-ci. Cette dernière a alors l'obligation de l'appeler maître, et les femmes doivent obéir à tous les ordres qu'il donne. Lorsque l'homme a d'ailleurs publié le contrat en ligne, certaines femmes ont exprimé un intérêt pour ce qui était indiqué. C'est un peu le concept finalement, et il a donc eu plusieurs relations avec des femmes en utilisant ce fameux contrat. Et certaines femmes qui par la suite voulaient en sortir, notamment celles qui avaient un emploi, une vie sociale, se sont retrouvées sous l'emprise de John. Ces femmes désiraient que ni leur employeur, ni leurs amis, ni leurs proches soient au courant de ça, qu'ils découvrent ce fameux contrat. Et John, qui le savait, jouait énormément là-dessus, déclarant que si elle ne leur donnait pas l'argent, il les exposerait à ces personnes. Ensuite, en 1999, il rencontre Isabella Lewicka, une immigrante polonaise âgée de 21 ans résidant en Indiana. Comme à sa grande habitude, il lui a promis un nouvel appartement puisqu'elle vient à peine de sortir de l'université. Il lui dit qu'elle n'aura pas à payer le loyer et que toutes ses dépenses seront couvertes par lui. Naïve malheureusement, Isabella déménage à Kansas City où John, qui est toujours marié à sa femme, lui fait sa demande en mariage. L'audace en personne. Ils se rendent tous les deux chez le registraire du comté en demandant un permis de mariage, qu'il paie mais qu'il ne récupère jamais. Isabella a informé ses parents qu'elle était mariée, que son mari était un homme d'affaires prospère avec beaucoup d'argent et qu'elle était amoureuse, heureuse et qu'elle voulait être laissée seule. Grosso modo, elle ne veut plus nouvelle d'eux. Elle n'a malheureusement jamais révélé le nom de l'homme à sa famille et comme par hasard, la jeune femme disparaît peu de temps après.
Isabella, selon John, a signé un contrat de 115 pages donnant accès et contrôle sur chaque partie de sa vie, y compris ses comptes bancaires et ses courriels. Lorsque John a une fois parlé d'Isabella à quelqu'un, eh bien la personne à qui il parlait lui a demandé « Mais où est donc cette fille dont tu parles ? Je ne l'ai jamais encore vue. » Et selon John, eh bien Isabella a été surprise en train de fumer de la marijuana et a été déportée en Pologne. Et donc, eh bien, finalement, son ami n'a jamais vu Isabella. Peu après cette dernière victime, John a rencontré une infirmière nommée Suzette Truten. Il l'a rencontrée évidemment en ligne et lui a offert un emploi dans son entreprise de Kansas City. Inutile de vous répéter encore une fois que cette entreprise n'existe pas. Elle devait aller en Europe pour une formation et il s'occuperait une nouvelle fois de tout. Tout ce qu'elle avait à faire était de lui donner son numéro de sécurité sociale. Suite à quoi, eh bien Suzette ainsi que ses 2 chiens se rendent à Kansas City, où John lui paye une chambre d'hôtel et lui demande de signer une pile de papier blanc et de lui fournir tous les noms et adresses de ses parents ainsi que ses amis. Suzette est ensuite partie après avoir signé le contrat papier de 115 pages. Après quelques jours, John appelle les services pour les animaux, donc aux États-Unis, je sais pas comment ça s'appelle, en France c'est la SPA, pour signaler que 2 chiens sur sa propriété avaient été abandonnés. Et lorsque les agents de contrôle des animaux sont arrivés pour ramasser les chiens, eh bien ils remarquent qu'ils ont été plutôt bien pris en charge. Ils sont propres, ils semblent avoir mangé et ne semblent clairement pas avoir été abandonnés. Néanmoins, eh bien ils n'ont pas le choix, ils prennent les chiens et les placent dans une nouvelle famille. Quant à la mère de Suzette, elle commence à recevoir des lettres de sa présumée fille, mais elle ne pense pas, comme toutes les autres mères finalement, que ce soit sa fille qui a bien écrit ces lettres. John, de son côté, devient bien plus imprudent et paresseux dans sa folie meurtrière au fil du temps, puisque en effet, eh bien, il le fait depuis 1984. Et rien de ce qu'il a fait n'a jamais été rapporté dans les nouvelles, et donc il se sent complètement intouchable. Et malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, pour la population, eh bien ça arrive souvent. Beaucoup des tueurs en série, au bout d'un moment, puisqu'ils ne sont pas inculpés, qu'ils ne sont même pas soupçonnés de quoi que ce soit par les forces de l'ordre, eh bien finissent par être imprudents. Ils se sentent intouchables, pour eux quoi qu'ils fassent, eh bien ils s'en sortiront toujours, et donc c'est généralement à ce moment qu'ils commencent à laisser des preuves derrière eux, des indices, des choses qui les lient à toutes ces disparitions encore irrésolues pour le moment par les forces de l'ordre. À la fin de l'année 1999, John est sur le radar de la police du Kansas et du Missouri parce que son nom apparaît étrangement dans chaque rapport de personnes disparues. La police pense alors qu'elle a suffisamment de preuves pour arrêter John Edward Robinson et c'est là qu'elle découvre qu'il est déjà à la recherche de sa prochaine victime. Et en effet, John rencontre une nouvelle fois une mère avec une fille adolescente et la même chose s'est produite. Elles disparaissent et c'est une impasse pour la police. En juin 2000, l'homme est finalement arrêté après qu'une femme ait déposé une plainte pour inconduite sexuelle contre lui. Puis peu de temps après, c'est une autre femme qui se présente et qui l'accuse cette fois-ci d'avoir volé ses sextoys. Grâce à cette accusation de vol, ils ont pu obtenir un mandat de perquisition et de cette manière, ils ont pu fouiller la maison qu'il partage avec sa femme Nancy, prenant avec eux des ordinateurs, des papiers signés par des femmes disparues et des photos ainsi que des vidéos de femmes qui ont disparu. Ils explorent également la ferme du Kansas où ils découvrent 2 fûts chimiques de 40 kg contenant les restes de 2 femmes qui ont par la suite été identifiées comme Isabella Levinka et Suzette Truten. Et là, ce n'est que le début. Les enquêteurs obtiennent un second mandat de perquisition pour l'installation de stockage de John dans le Missouri et découvrent 3 fûts chimiques de 40 kg eux aussi, contenant également des corps, identifiés par la suite comme Beverly Bonner, donc la bibliothécaire, Sheila Face et sa fille âgée de 15 ans qui s'appelait Debbie. Au total, les 5 femmes qui ont été retrouvées, les médecins légistes ont déclaré qu'elles ont été décédées par traumatisme par force brutale. Lorsque les autorités ont découvert ces corps, elles ont pu mettre finalement John en lien avec toutes les autres femmes disparues qui n'avaient jamais été retrouvées, y compris Lisa Stacy, Paula Godfrey et Catherine Klempit. Suite à quoi, l'homme a donc finalement été arrêté, placé en détention dans l'attente de son procès. Son procès a donc enfin commencé en 2002.
lorsqu'il a été accusé des meurtres d'Isabella Levinka, Lisa Stacy et Suzette Strutten. L'homme est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation dans ce qui est le plus long procès criminel du Kansas. Il a été condamné à mort pour le meurtre d'Isabella et de Suzette et à la prison à vie pour le meurtre de Lisa, dont malheureusement le corps n'a toujours pas été retrouvé. John Edward Robinson est également condamné à 5 à 20 ans de prison pour avoir interféré avec la garde parentale d'une enfant en kidnappant la fille de Lisa et en la donnant à son frère, qui, je vous le rappelle, lui n'était pas du tout au courant de tout ça. Comme tout le monde, il est complètement stupéfait et dans l'incompréhension de tout ce qui s'est passé. Il a également pris 20 ans et 6 mois de prison pour avoir enlevé Suzette et 7 mois au Kansas pour vol, qui comprenait des chèques volés et des objets sexuels. John a également été accusé de meurtre dans le Missouri, puisque je vous rappelle que les États-Unis c'est assez différent. Généralement, c'est les États qui condamnent un accusé pour les actes qui ont été commis dans leur État. Donc le jugement qui est réalisé au Kansas ne concerne pas les crimes qui ont été commis dans le Missouri ou dans les autres États. Et les avocats de celui-ci voulaient qu'il évite un nouveau procès dans le Missouri parce que l'État était entièrement prompt à la peine de mort. Son avocat a conçu un accord de plaidoyer dans lequel il éviterait la peine de mort s'il montrait aux autorités où se trouvaient les corps de Paula Godfrey, Catherine Klempit et Lisa Stacy. Mais malheureusement, John n'a pas du tout voulu les aider et a refusé de coopérer. Et de toute façon, il était déjà condamné à mort, donc éviter une deuxième condamnation à mort pour lui, ce n'était pas grand-chose. Mais ils sont tout de même parvenus à un accord et l'accusé a été reconnu coupable de meurtre capital en octobre 2003 pour la mort de Paula Godfrey, Catherine Klempit, Sheila et Debbie Face, Lisa Stacy ainsi que Beverly Bonner. Pour chaque meurtre, il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La Cour suprême du Kansas a annulé les condamnations pour le meurtre de Suzette et de Lisa Stacy sur des détails techniques en 2015, mais a confirmé la condamnation à mort pour le meurtre d'Isabella. John Robinson, âgé de 79 ans, est emprisonné dans le couloir de la mort de l'établissement correctionnel d'Eldorado au Kansas, et il attend encore sa mise à mort qui potentiellement n'arrivera jamais. Il a plus de chances de mourir de vieillesse que par injection létale. Nancy, sa femme, a décidé de divorcer après 41 ans de mariage en 2005, invoquant les différends irréconciliables et l'incompatibilité comme raison. Elle a tout à fait raison. Et la fille de Lisa Stacy, Tiffany, dont le nom a été changé en Heather Robinson, a déposé une plainte civile contre le Truman Medical Center et la travailleuse sociale Karen Gaddis en 2006, qui avait mis sa mère en contact avec John Robinson. Heather voulait rester tout de même avec ses parents adoptifs, même si elle savait qu'elle avait été adoptée d'une manière monstrueuse, parce qu'elle avait grandi avec eux et qu'elle les aime comme ses propres parents. Et en effet, ses parents en réalité n'y étaient pour rien, ne connaissaient pas l'horrible vérité et ont été complètement bernés, par son frère. Malgré ça, eux étaient de bons parents, ils se souciaient d'elle, la protégeaient, ils l'ont élevée comme si elle était leur propre fille, parce que la seule chose qu'ils voulaient plus que tout était un enfant à part entière, et Heather était un cadeau tombé du ciel pour eux. Malheureusement, encore une fois, ils ne connaissaient pas les circonstances et faisaient complètement confiance à John. Don Robinson ne voyait aucun mal quand leur frère leur a proposé d'adopter cet enfant. Pour eux, c'était complètement légal. Ce n'était clairement pas lui qui avait simplement tué sa mère. Bien au contraire, ils étaient à des années-lumière de penser ça. Quant à la mère de Lisa, qui est la grand-mère de Heather, elle a même écrit une lettre dans laquelle elle lui déclare que si Heather est heureuse et qu'ils ont été bons avec elle, qu'ils l'ont élevée et protégée, elle ne pense pas qu'il est de son devoir de l'éloigner des personnes qui l'ont élevée. Puisque, quand toute cette affaire a éclaté, Heather était encore mineure. Heather et sa grand-mère se sont rencontrés et sont restés relativement proches, et la jeune femme a été légalement adoptée par le couple à l'âge de 18 ans, et cette fois dans le cadre d'une véritable adoption tout à fait légale. La même année, en 2007, ils sont parvenus à un règlement non divulgué avec l'hôpital, et Heather a partagé l'argent avec sa grand-mère biologique. Toujours en 2007, elle remporte un deuxième jugement interdisant à John de profiter de manière pécuniaire de potentiels livres ou encore de documentaires qui pourraient être réalisés par la suite. Et concernant toute la folie meurtrière de John, les policiers du Kansas ainsi que du Missouri sont bien conscients qu'il y a une longue période qui n'est pas comptabilisée et qu'il peut y avoir d'autres victimes qu'ils ignorent et qu'ils n'ont pas encore localisées.
Un enquêteur a d'ailleurs dit ceci: il a gardé les secrets de ce qu'il a fait avec les femmes et il ne le dira jamais. Il a probablement d'autres barils qui attendent d'être ouverts, d'autres corps qui attendent d'être trouvés. Heather a témoigné dans un documentaire dont je vous tenterai de vous trouver le lien et le mettre en barre d'infos. Il est potentiellement trouvable sur YouTube. Et dans ce documentaire, justement, elle témoigne en disant que John avait souvent eu des comportements étranges avec elle et qu'elle avait toujours eu une étrange sensation vis-à-vis de cet homme, qu'elle se sentait toujours mal à l'aise avec lui et que potentiellement, lorsqu'elle avait 4 mois, eh bien, elle avait assisté au meurtre de sa maman. Fort heureusement, à l'âge de 4 mois, eh bien, elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'est passé. Heureusement pour elle. Évidemment, elle est toujours à la recherche du corps de sa mère. Elle aimerait bien pouvoir le retrouver pour pouvoir bien faire le deuil de cette maman tout de même décédée, puisque à l'heure actuelle, eh bien, sa tombe reste vide. Et c'est donc tout pour l'affaire de John Edward Robinson. J'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous. Personnellement, pour moi, c'était le cas. Je trouve ça vraiment terrible ce qu'il a pu faire autant à ces femmes qu'à leur famille, de ne pas avoir eu le courage que de divulguer où étaient les derniers corps qui restaient, ne serait-ce pour que les familles puissent faire leur deuil de leur côté. Et ce qu'il a fait à son frère, à leur fille adoptive, je trouve ça vraiment odieux et horrible. Je n'imagine pas la souffrance et la tourmente dans laquelle ils ont dû se retrouver à ce moment-là. D'ailleurs, lorsque les parents adoptifs de Heather ont appris ce qui s'était passé avec John quand ils ont tout vu à la télé, ils se sont mis tous les deux à pleurer et à se dire qu'ils allaient finir en prison puisqu'ils ont fait une adoption illégale. Mais heureusement, eh bien, la loi s'est tout de même tournée de leur côté, puisqu'ils ont bien vu que eux, ils ont toujours pris soin de leur fille adoptive, qu'ils la considèrent comme leur fille, et qu'ils n'avaient absolument rien à voir avec les magouilles que John avait pu commettre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci à vous d'être si nombreux à nous suivre quotidiennement et à regarder nos affaires. Et comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!